Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir. Je crois qu'on est vous êtes les courageux de la journée. On est le dernier atelier. Le sujet, donc le sujet est très intéressant. On va discuter de l'impact de l'IA, de l'intelligence artificielle sur l'e-boutique. Je trouve la question très légitime puisque on parle de digitalisation de l'intelligence et donc c'est légitime de se demander en quoi cette tendance actuelle de l'IA va impacter l'e-commerce aujourd'hui. Alors pour discuter de cette belle thématique, j'ai avec moi 3 experts que je vais laisser se présenter. Léa, je te laisse commencer. C'est bon, oui. Ouais. Bonjour à tous, je suis donc Léa Garmondia. Je représente l'agence Oh My Web qui est basée à Bordeaux et à Biarritz. On fait des sites internet e-commerce, mais pas que. On est agence partenaire PrestaShop. Et on accompagne également nos clients sur tout ce qui est stratégie digital marketing au sens large. Et c'est de cette dernière partie que je m'occupe plus spécifiquement. Voilà, succinctement. Bonjour, Alain Bernard, Microsoft. Je ne vais pas présenter Microsoft, je pense que c'est connu. Je m'occupe de la division partenaire, donc de tous les partenariats autour de Microsoft. Alors nous, on ne fait pas de e-commerce, on n'a pas de solution de e-commerce chez Microsoft. Par contre, donc, on travaille par exemple avec PrestaShop sur des modules collaboratifs, hébergement. Bien sûr, on a plein d'API d'intelligence artificielle qui peuvent permettre d'agrémenter son site de e-commerce, de faire du meilleur business, de la meilleure logistique, etc. Mais on aura l'occasion de parler tout ça. Bonsoir, je m'appelle Yann Georget, je suis le cofondateur de BotFuel. Donc BotFuel, c'est un éditeur de logiciels qui développe de la technologie pour faire des chatbots. Donc nos clients utilisent notre technologie pour implémenter différents use cases, que ce soit du support client, du support interne ou bien sûr du commerce conversationnel. Merci à tous les 3. Donc pour structurer la conversation ce soir, on a alors si ça veut bien marcher. Petit problème de télécommande, messieurs. Voilà, super. Donc on a, alors attendez, on va un peu trop vite. Hop, voilà. Donc on a, je vous propose d'avoir 4 regards différents sur la question de ce soir. Le premier point concerne le produit. L'e-commerce, c'est à peu près, représente entre 5 et 20% du commerce global en fonction des zones géographiques. L'e-commerce ne se prête pas aujourd'hui, enfin ne s'est pas prêté au cours des dernières années à toutes les industries. Il y a certaines industries ou certains clients qui préfèrent toucher le produit, l'essayer. C'était souvent des freins qu'on avait dans certains secteurs, des freins à l'adoption de l'e-commerce. Et donc le premier regard que je vous propose, c'est de se demander s'il y a eu un impact concret sur l'expérience du client autour du produit. N'hésitez pas donc à partager un point de vue, mais également des références si vous en avez, puisque je crois que c'est ce qui est attendu par le public ce soir. Qui veut démarrer sur ce premier point? Moi, je peux parler un tout petit peu d'un aspect, parce que chez BotFuel, on n'est pas expert des produits physiques, mais nos clients, des fois, utilisent notre technologie pour vendre des produits qui sont immatériels. Et c'est vrai que pour un produit immatériel, il y a la problématique de la découverte de ce produit, de la compréhension de ce produit, de sa configuration. Et l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies qui peuvent aider à configurer un produit ou un service complexe. Si je veux illustrer, par exemple, un petit peu mon propos qui est peut-être un peu obscur, on a par exemple développé pour La Poste un chatbot qui permet d'explorer tout le catalogue produit de La Poste à destination des professionnels. Donc c'est un catalogue produit qui est très compliqué, qui sous forme papier se matérialise par un catalogue de plusieurs centaines de pages. Et donc un client va avoir beaucoup de mal à comprendre quel est le bon produit, quel est le produit qu'il lui faut, quel produit il doit choisir. Et une intelligence artificielle donc qui se matérialise sous la forme d'un assistant, d'un chatbot, peut le guide dans sa découverte du produit, dans son achat.
Nous, à l'agence Oh My Web, on travaille avec ça fait maintenant déjà 2 ans, donc ils sont plus vraiment techniquement start-up. Ils sont basés à Bidart, à côté de Biarritz, pour ceux qui ne connaissent pas. Au départ, eux, ils sont sur une application industrielle de l'IA, puisqu'ils travaillent notamment avec des réseaux de bus assez connus, on ne va pas les citer. Et ils sont capables de savoir, de dire à leurs clients, tel bus va tomber en panne et c'est cette pièce qui tombera en panne dans 3 ans. Voilà. Donc à partir de là, ils se sont dit, pourquoi pas l'appliquer au e-commerce? Finalement, c'est le même process, c'est les mêmes modèles, c'est les mêmes calculs, c'est simplement les données qui vont changer. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés, puisque nous, on est leur branche e-commerce. Donc l'IA dans le e-commerce, comment elle impacte l'expérience client. Dans le e-commerce, il y a beaucoup de nerfs de la guerre, mais le taux de conversion est très important. Il y en a beaucoup qui rêvent d'atteindre la barre des 1%. Il y en a d'autres qui ont déjà passé ce cap et qui se rêvent à 2%. Bon, après, au-delà, on est sur des gros compétiteurs. Et c'est simplement l'IA, notre module que l'on a créé, un module PrestaShop et autres plateformes e-commerce, va permettre de pousser ces recommandations de produits vraiment pour chaque personne. Tout à l'heure, c'était ce matin, on parlait des tendances e-commerce, de l'ultra-personnalisation. On est en plein dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir certains produits, je vais avoir des produits recommandés qui seront différents des vôtres, etc. etc. Et notre outil, on en parlera peut-être après, des cas clients plus concrets, mais on l'observe sur tous. Il y a un seul cas, c'est spécifique, le secteur d'activité est spécifique, on l'explique, mais de manière générale, le fait de mettre cette intelligence artificielle, cette machine qui va vous recommander des produits, plutôt que le t-shirt rouge, je vais vous recommander le pantalon rouge, non, là c'est bien au-delà, on arrive à augmenter le taux de conversion, à chaque fois on fait plus 40%. Oui, voilà, alors pour compléter, effectivement, donc il y a tout ce que vous avez dit autour des chatbots, agents conversationnels qui permet effectivement de naviguer de façon plus intelligente avec de l'IA, avec du chatbot le plus... moi, je préfère parler d'agents conversationnels parce qu'on peut rajouter beaucoup de choses, de services cognitifs, de reconnaissance de l'image, reconnaissance des sentiments, etc. Ce qui permet d'avoir une interaction beaucoup plus précise en fait avec l'utilisateur et donc de l'aiguiller de façon la plus personnalisée. Il y a effectivement toute la partie après IA sur toutes les données que vous avez, sur tous les achats qui ont eu lieu, le type d'utilisateur, le type de profil, la personne que vous avez en face de vous, effectivement, ça, etc., et qui vous permet là encore de faire de l'ultra personnalisé. C'est des choses qu'on fait aujourd'hui pour pas mal de sites e-commerce ou d'autres activités. Donc on est vraiment dans le prédictif en fait à partir d'un maximum de données. Donc on est autour des agents conversationnels, on est autour du prédictif qui permet effectivement de recommander le meilleur produit. Et puis après, effectivement, il y a une façon, vous avez parlé de toucher le produit. Alors, est-ce qu'on peut toucher un produit en ligne? Non. Maintenant, il y a des façons de représenter un produit en mouvement, en 3D, en virtuel. Il y a la réalité mixte. Alors, on parle de réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Je ne vais pas vous faire un cours, c'est un peu différent, mais les 3 sujets. Mais en tout cas, qui permet de représenter l'objet d'une façon différente. Et ça permet de le faire. Il y a une entreprise par exemple qui vend sur catalogue des objets de bureau et qui arrive à faire une représentation sur l'application en travaillant avec nous et avec la réalité virtuelle et mixte, à faire tourner l'objet, l'asseoir. Si c'est une chaise de bureau, vous allez quasiment vous asseoir dedans, vous allez composer votre bureau, etc. Donc ça permet quand même de beaucoup plus visualiser le produit. La réalité de façon qu'on l'appelle augmentée ou mixte va énormément arriver. La différence, c'est juste que la réalité augmentée, la réalité mixte, vous avez un mixte entre, c'est ce qu'on fait chez Microsoft à travers le casque HoloLens, vous avez toujours la réalité devant vous et en même temps vous avez à travers le casque de réalité un ordinateur et donc la possibilité de voir un hologramme. Donc vous superposez les deux et ça vous permet de travailler vraiment dans cette façon. Par exemple, on sort de l'e-commerce, mais un chirurgien a fait pour la première fois une opération chirurgicale, une pose de prothèse avec un casque de réalité mixte à l'hôpital de Bobigny il y a quelques semaines. Donc on voit les applications qu'on pourrait avoir aussi là, qui permettraient effectivement, comme on le fait dans le retail, mais dans le magasin, pas dans le magasin, mais à domicile, à travers l'écran, de visualiser le produit d'une autre façon et d'une façon mixte. Réalité virtuelle, réalité augmentée, ce que vous voulez. Voilà. C'est autour d'agents conversationnels et
prédictif et nouvelle façon de visualiser le produit. Ce qui peut être important, c'est quand même, je pense, un frein sur certains produits de ne pas pouvoir effectivement se représenter. Donc on peut imaginer, je finis là-dessus, sur des applications dans le retail notamment, où vous visualisez le produit, mais aussi parce que vous avez une caméra sur votre ordinateur qui vous fait des pixels et qui vous reconnaît, vous pouvez le visualiser, l'essayage du produit en fait directement sans avoir à vous déplacer chez le magasin, dans le magasin. J'espère qu'après ça sera la bonne taille, mais bon. Ouais, merci à tous les trois pour cette première thématique. J'ai oublié de vous préciser au début, il y aura bien sûr une séance de questions-réponses, hein, donc vous aurez l'occasion de réagir et puis de nous challenger, si vous voulez, sur ce qu'on vous présente. On va parler d'hyper-personnalisation, on y reviendra sur la première partie des réponses. Ce que je retiens effectivement, c'est bien sûr, on ne touche pas encore les produits avec les canaux digitaux, mais voilà, on a une présentation, une expérience avec un produit via la réalité augmentée, et puis de l'IA notamment, hein, d'avoir une meilleure expérience, d'avoir une chose qu'on n'avait pas avant, et je pense que ça permettra justement d'augmenter la part de l'e-commerce dans la part du business global et de toucher de nouvelles industries pour le coup côté e-commerce. Le deuxième axe concerne, alors on en a déjà un peu parlé, mais je pense que c'est un gros sujet, concerne la relation du client avec la marque. Moi je pense à ma maman qui va beaucoup dans des points de vente physiques, parce qu'elle connaît tout le monde, elle a ses préférences, les gens la connaissent. Elle fait pratiquement tous ses achats comme ça. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est est-ce que l'IA permet d'avoir la même intelligence commerciale qu'on a dans des points de vente physiques avec des sites e-commerce aujourd'hui? C'est ça la question. Voilà. Moi, je vais dire un petit mot parce qu'on est très e-commerce, on est moins dans le physique. On a pour habitude d'expliquer notre outil, avec l'entreprise avec laquelle on travaille. Notre outil est un vendeur virtuel. C'est-à-dire, c'est comme si on rentrait dans un magasin, on regarde les foulards, on va toucher les chemises, on va s'éloigner des pantalons, et puis on va vraiment prendre le bonnet, par exemple. Et en fait, ce vendeur va nous observer, et puis au bout d'un moment, il va dire non, pose ce bonnet. Je te conseille plutôt les gants de cette couleur, voilà, par rapport à tout ce que tu as fait. Et sur le site e-commerce, c'est vraiment ça. On est sur du digital, mais on a vraiment son vendeur virtuel. Et le seul objectif, c'est de maximiser les ventes, en l'occurrence dans le e-commerce. Oui, l'expérience client, on l'a déjà dit également précédemment. Donc c'est l'agent conversationnel qui est très poussé, effectivement, qui est un vendeur virtuel. Hein. C'est pas juste répondre à des questions simples. Surtout si vous rajoutez effectivement du service cognitif. Aujourd'hui, de toute façon, en IA, il faut savoir que en termes de reconnaissance faciale ou reconnaissance vocale, l'IA, les ordinateurs ont la même résolution que l'être humain, donc le même taux exactement, donc même parfois commence à battre l'être humain, donc on est vraiment sur la même chose qu'un vendeur physique, voilà. Et donc à partir du moment où vous rajoutez des services cognitifs notamment, de la reconnaissance effectivement d'émotions que vous pouvez faire, etc., vous êtes vraiment dans ce que dit Léa sur le vendeur virtuel en fait, c'est-à-dire sur quelqu'un qui vous accompagne, qui voit vos sentiments, qui voit votre réaction, qui vous dirige, qui répond à votre question de façon intelligente, et puis en plus la machine apprend, c'est-à-dire que plus elle aura de clients, plus de personnes iront dans ce site e-commerce, utiliseront le vendeur virtuel, l'agent conversationnel, etc. Plus elle va apprendre, plus elle va progresser, meilleure elle va devenir, meilleure conseillère elle va devenir, etc. Et ça, franchement, là, je peux vous dire que la machine battra l'homme à coup sûr sur cette capacité d'apprentissage. Donc, à partir du moment où on rentre vraiment dans l'agent conversationnel avec beaucoup de services cognitifs derrière, etc., on arrive à une expérience qui est ultra personnalisée, ultra pertinente. Et je vous dis qu'il y a de la qualité aujourd'hui, que ce soit du facial, du vocal, etc. On est sur la même qualité humaine. Donc, on peut avoir la même expérience. En tout cas sur ce sujet-là. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, je rajouterais peut-être deux choses. C'est effectivement, si on prend l'exemple de l'agent conversationnel, il peut comprendre beaucoup de choses que vous lui dites ou que vous ne lui dites pas à travers de l'analyse de sentiments, par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va accumuler beaucoup d'informations sur vous. Et un vendeur, même si vous allez vous fréquenter régulièrement un magasin d'une semaine sur l'autre, il va probablement oublier ce qu'il vous a conseillé la semaine précédente. Le chatbot, lui, il ne l'oubliera pas. Donc, il va être capable de vous faire des recommandations très, très précises, très fines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce chatbot, il va vous faire des recommandations avant l'acte d'achat. Après l'acte d'achat, il va peut-être vous relancer pour vous faire de l'upselling ou vous proposer de nouveaux produits. Donc, il y a tout cet accompagnement après l'acte d'achat qui est important aussi.
Juste pour citer peut-être un exemple concret, nous on a développé un chatbot pour la Française des Jeux qui permet de faire des paris sportifs sur Messenger. Ce chatbot-là, il recommande, suivant vos habitudes de pari et puis les habitudes de pari de la plupart des joueurs, il est capable de faire des recommandations assez précises sur les paris qui pourront vous plaire, vous intéresser. Et puis, il vous sollicite régulièrement quand il y a des événements pour vous inciter à parier. Donc voilà, il vous accompagne avant et après le pari de manière très personnalisée. Il y a beaucoup d'exemples, hein, effectivement, comme ça. Ça reconnaît aussi les placements de produits, parce qu'on peut enregistrer toutes les visites, mesurer ce qui marche, les placements de produits, les promotions, etc. On peut aller sniffer sur les réseaux sociaux, on le fait pour certains clients, justement, sites de e-commerce, pour en même temps mesurer effectivement l'impact de certaines promotions qu'on fait sur le site, l'expérience client sur les réseaux sociaux, les commentaires, et adapter. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va devenir ultra personnalisé, qui est quelque part impossible à faire, qui est impossible à faire en magasin. À part effectivement le contact humain. Et quand je vous dis le contact humain, aujourd'hui, on est à la même qualité à travers l'intelligence artificielle. Alors ça ne remplace pas effectivement d'avoir quelqu'un face à face, mais en tout cas, on a une ultra personnalisation que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs et qui va continuer, parce que je voudrais juste un petit sujet technique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est aujourd'hui sur la plupart des grands de l'informatique annoncent le quantum. L'ordinateur quantique, IBM l'a annoncé, Google, Microsoft est en train de préparer son annonce. Donc là, ça veut dire qu'on va être capable de traiter beaucoup plus de données à des allures incroyables. Donc on va avoir une capacité d'apprentissage encore plus incroyable, et donc on va pouvoir vraiment arriver dans une ultra personnalisation très rapide, en prenant aussi, ce qui est important, les données à la fois que vous connectez sur votre e-commerce, c'est-à-dire tous vos clients, votre CRM, etc., mais aussi toutes les données que vous allez chercher à l'extérieur, sur les réseaux sociaux, etc. On reviendra sur la logistique, mais ça peut être aussi s'il y a des grèves, etc. Enfin, vous cumulez beaucoup de données, beaucoup de modèles, et vous pouvez vraiment arriver à faire quelque chose, une expérience client complètement personnalisée. Ok, merci à tous les trois. Je trouve c'est un axe très important. Hein, on essaiera de faire une synthèse à la fin et peut-être parler aussi des limites de ce qu'on dit, mais je pense que l'IA, effectivement, sur la relation avec la marque a eu un impact très fort, et sur l'adhérence qu'on peut créer avec ses consommateurs. Et puis là, on est sur un nouveau paradigme. On est enfin sur un modèle où c'est le système d'engagement qui s'adapte à l'être humain, comme ce qu'on fait d'ailleurs sur des points de vente physiques. Le troisième axe que je souhaitais vous partager avec vous ce soir, alors moi j'ai un peu regardé les pain points, bien sûr, de l'e-commerce, hein, les feedbacks des usagers des sites e-commerce, et il y a souvent eu des doléances sur la tenue de la promesse client. C'est-à-dire on a été conseillé, on a acheté quelque chose, la promesse est très haute, et derrière il y a des fois des délais d'expédition, des délais de livraison qui ne sont pas respectés, ou une expérience post-achat qui est finalement moins bonne que sur un point de vente physique. Est-ce que vous avez un regard ou un point de vue sur comment l'IA concrètement a permis d'améliorer justement la tenue de la promesse client, et donc la satisfaction client, et donc sa valeur sur le long terme pour la marque? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'e-commerce, comme je vous l'ai dit, mais ce qui est important, dans la partie, donc on a parlé de tout ce qui était en amont, l'acte de vente, la relation, le vendeur virtuel, etc. Après, il y a effectivement le transport quand même, hein, il y a la logistique, etc. Je pense que si on n'est pas livré, par exemple, on n'est pas content. Donc en termes de logistique, là aussi, l'IA peut énormément aider. D'abord, l'IA ne va pas conduire les camions, quoique si, il y aura bientôt des camions autonomes, ça existe déjà. Mais peut aider déjà sur la gestion des stocks, parce que peut y avoir des ruptures de stock, des mauvais stocks, etc. Donc là, on est déjà dans... Vous avez des cas très concrets qui est toute la gestion des stocks, parce qu'effectivement, vous avez la capacité, avec les commandes, avec les promotions, avec l'historique des données, avec du prédictif, etc., de gérer de façon beaucoup plus précise vos stocks et vos livraisons. Vous pouvez gérer aussi la logistique et la gestion des tournées. Donc, je ne sais pas avec quel logisticien vous travaillez, mais nous, on travaille avec des logisticiens comme Géodis ou d'autres maintenant, SNCF, etc., ou d'autres plus petits qui, justement, optimisent complètement la gestion des tournées par rapport à la fois aux commandes, à la gestion des stocks, mais aussi à la météo, au trafic, etc. Donc, c'est de l'IA qui couple beaucoup de données internes et externes et qui va permettre d'optimiser la tournée, qui va aussi permettre d'optimiser la tournée par rapport à, justement,
là où il faut aller versus les stocks, on va d'abord aller là, etc. Donc voilà, donc il y a beaucoup de travail au niveau de l'IA qui peut aider aussi la partie logistique qu'il ne faut pas oublier. Moi, je pense que c'est important en promesse client. Quand j'achète quelque chose, c'est là qu'Amazon est très fort d'ailleurs en termes de logistique, hein, c'est ce qui fait leur force, il ne faut pas se le cacher. Donc je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut aider à avoir une logistique très très pointue et avant-gardiste. Moi, je parlerai de la promesse client en amont, avant la vente. Je vais vous citer un exemple parce que ça sera beaucoup plus simple et représentatif que n'importe quelle autre explication. Une plateforme de réservation de camping-car entre particuliers. D'accord ? Il y en a aujourd'hui 2 gros leaders en France. L'un d'eux utilise l'IA avec nous. Et un jour, le client nous appelle, il nous dit il y a un problème, je suis sur mon site, je tape que je veux un fourgon pour partir en vacances. Et d'ailleurs, des clients lui avaient remonté cette anomalie. Et pourtant, ça me pousse un capucine. Pour ceux qui ne sont pas trop dans le camping-car, le capucine, c'est ce qui a un avant-toit. D'accord ? Le fourgon est peut-être plus camion. Et du coup, on s'interroge, on se dit mais c'est la machine, c'est pas un cerveau humain, donc il n'y a pas d'erreur humaine. Si la machine le fait, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui souhaitaient fourgon, c'était parce qu'ils allaient faire tant de kilomètres, parce qu'ils partaient tout seuls ou à 2 et pas en famille, c'est parce qu'ils partaient à telle période et que les véhicules disponibles en fonction des réservations, c'était le fourgon qui allait, etc. Et en fait, la machine proposait la recommandation produit, je reste toujours dans les commerces, proposait le capucine parce que, attends, tu veux partir en famille, au mois d'août, prends un capucine, ça sera beaucoup plus économique, ça sera, à la limite, qu'importe la raison. Il y en a des centaines et des centaines, on peut débattre sur ça. Et recommandation fourgon, la personne sans la machine et les résultats avec la machine, quand on recommandait une capucine aux gens qui cherchaient un fourgon, on a des taux de conversion, on est à 10% normal sur le fourgon, et quand la machine ose recommander un autre produit à la personne, on est à presque 40%. Donc la promesse, voilà, on ose proposer un autre produit, et c'est à la limite c'est très risqué, la personne peut s'en aller et dire non, moi je veux un fourgon, je veux pas autre chose, quoi. Je vais peut-être ajouter juste un petit élément sur ce qui se passe après l'acte d'achat et après peut-être la livraison, ou disons pendant la livraison. Le client peut avoir soit des doléances, soit des questions sur son produit, sur le service après-vente, etc. Et comment on implémente ça ? L'IA, encore une fois, peut-être les agents conversationnels, ça peut être une façon de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux clients, chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant, ou qu'on faisait de manière pas toujours très, très agréable pour le client. Là maintenant, les agents conversationnels offrent une alternative intéressante et qui permet de traiter non pas toutes les questions, peut-être pas les questions les plus compliquées, mais la masse des questions simples, donc qui, encore une fois, peuvent être traités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers des canaux qu'affectionnent les nouvelles générations, comme les messageries. Ça, c'est vrai, tous les helpdesk, support, etc. vont tous passer avec des chatbots, des agents conversationnels. C'est en cours d'ailleurs chez la plupart des entreprises. Et c'est vrai que c'est une facilité incroyable et une qualité, encore une fois, ça apprend de plus en plus vraiment redoutable. Ouais. Voilà, donc c'est soit pour implémenter des FAQ, soit pour se renseigner sur sa livraison. Ça peut être un service après l'acte d'achat qui peut être assez sophistiqué, en fait, dans certains cas, qui peut être implémenté sous forme d'agent conversationnel. J'avais juste une stat, c'est intéressant. D'ici 2020, les services clients seront gérés. Vous avez un pourcentage par les chatbots, mais vraiment à 100%. Quelle est la part de... Tu veux répondre? Moi, je n'ai pas le chiffre en tête. Moi, ce que j'ai en tête, en tendance, c'est ça dépend des industries. On est entre 20 et 80%, le range. 80%, c'est dans des secteurs où il y a une segmentation. Il y a une demande entrante qui est très récurrente, qui est en faible volume. C'est le monde des telcos, en fait, 80%. Après, 20%, c'est sur des secteurs où il y a des produits un peu plus complexes ou d'autres industries. Mais on est sur cette échelle. Aujourd'hui, on est, avec les clients avec lesquels on travaille Botu, on est à quasiment 20% en niveau d'automatisation sur les services clients, avec bien sûr des humains dans la boucle et une cohérence omnicanale. D'accord, intéressant.
Je vous propose de passer sur le quatrième axe. Alors le quatrième axe, là, c'est pas un pain point client, mais c'est un... J'ai regardé un peu, bien sûr, les feedbacks des marques par rapport à l'e-commerce. Alors, moi, j'ai compris que l'IA, ça nous rendait plus intelligents pour conseiller le client, pour maximiser les taux de conversion, pour derrière mieux tenir la promesse client, l'informer, l'engager, le supporter. Après, il y a toujours cette problématique de fidélité client. Il y a une pléthore d'acteurs e-commerce, il y a une hyper-offre sur Internet. Est-ce que pour vous, l'IA apporte de nouvelles méthodes? Est-ce que c'est une révolution sur la capacité des marques à inscrire les clients dans la durée et donc les encourager à revenir, comme c'est le cas dans pas mal de points physiques aujourd'hui? Bien sûr, l'hyper-personnalisation, c'est un élément qui permet de fidéliser. La capacité à relancer le client, à faire de l'upselling aussi. Mais moi, j'aurais un peu envie de prendre le contre-pied de l'affirmation, parce qu'on en parlait tout à l'heure. L'IA, à travers son incarnation dans les assistants vocaux, par exemple, c'est aussi un risque de désintermédiation pour les marques. Et donc là, c'est un peu l'effet contraire qui est atteint, avec le risque de désintermédier et donc peut-être de fidéliser le client auprès de l'assistant, mais pas auprès de la marque, si vous voyez ce que je veux dire. Un risque et une opportunité, puis un risque à la fois pour les marques. C'est-à-dire que vous, concrètement, vous parlez à Amazon Echo, vous lui dites, je sais pas quoi, la même liste de courses que la semaine dernière, et vous savez pas où elle a été achetée, mais votre liste de courses, elle est livrée. Vous êtes fidèle à Amazon Echo parce qu'il vous rend le service, et vous savez plus à qui vous achetez la liste de courses. Oui, alors je reviendrai sur ce point. Oui, bien sûr. Le nerf de la guerre, de toute façon, c'est la fidélisation des clients pour faire de l'upsell, etc. Acquérir un client, ça coûte plus cher, toujours. Voilà. Donc on mesure tous le churn, le nombre de clients qu'on perd qui partent à la concurrence. Microsoft aussi, on vend des services dans le cloud et donc le but, c'est que les gens ne partent pas et on mesure tous le churn. Donc l'IA va permettre effectivement, à travers l'information, les données du client. Alors, ce qui est important, parce qu'on parle aussi d'omnicanal, il y a beaucoup de marques qui sont omnicanal, donc c'est d'avoir aussi une base de relations clients omnicanal qui permet d'avoir les données de tous les canaux justement pour bien gérer la marque et pas d'avoir de dispersion. Il y a beaucoup de marques, de grandes marques, qui, c'est assez affolant, mais qui ne savent pas en fait réconcilier ce qui se passe à travers le e-commerce, le physique ou une autre méthode de distribution. Et du coup, ils ont effectivement du mal à avoir une bonne vue de leurs clients, un bon suivi de leurs clients, et du coup, ils perdent des clients comme ça. Si on fait bien ça, et si en plus on rajoute des éléments extérieurs, effectivement, qui permettent d'agrémenter sa base de données, parce que maintenant, dans la plupart des CRM, on retrouve de l'IA embarquée dedans qui permet de faire des recommandations justement pour éviter le churn. Là, à ce moment-là, l'IA va être énormément utile parce qu'il va prendre les éléments des réseaux sociaux, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, qui va prendre la base de données des clients, il va prendre des éléments sur la concurrence, etc. Il va être capable vraiment de faire des recommandations. Mais pour faire ça, ça commence pas déjà par avoir une bonne base de données client, bien gérer son omnicanal, bien gérer ses données, ce qui est effectivement déjà un enjeu pour les marques. C'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais sur les marques. Il y a encore beaucoup de travail sur beaucoup de marques, sur cette capacité justement à bien capturer l'information du client. Une fois qu'on l'a fait, par contre, l'IA va vraiment, vraiment aider à diminuer ce churn et à faire de l'upsell. Encore une fois, si on prend le géant du e-commerce, Amazon, c'est un concurrent sur un certain domaine face à Microsoft, mais beaucoup de respect à ce qu'il fait dans la partie e-commerce. Voilà, il gère ça de façon extraordinaire. Voilà, en amont, comme on l'a dit, en aval, en passant par la logistique, etc. Et le suivi client. Et après, là, vous avez un churn qui est très faible et vous faites de l'upsell. En fait, ce qu'on rencontre, c'est que non seulement on fidélise, mais surtout, le même client achète de plus en plus. En fait. Donc là, on est vraiment dans un cycle très récurrent. Mais ça demande vraiment d'avoir une base de données très forte. Et après, vous faites de l'IA, et tous les CRM aujourd'hui le font, en mélangeant données internes et données externes du marché qui vous permet vraiment d'agrémenter. Un des canaux dans l'e-commerce pour fidéliser, c'est l'emailing. Il y en a d'autres. C'est l'emailing, c'est évidemment le fait d'avoir une gamme assez large. Il y a plein de facteurs. Et nous dans l'emailing, on avait intégré notre couche d'IA en mettant toujours nos recommandations de produits. J'insiste à la recommandation de produits parce que c'est très e-commerce, mais Amazon fait quand même 30% de son CA via les recommandations de produits. Donc
c'est un levier important. Et on s'est rendu compte que mettre une couche d'automation, donc on va tomber dans le chatbot, mais sur l'emailing, voilà, créer des scénarios, etc., c'est un petit peu différent. Évidemment, on avait des scores, des taux de conversion sur ce canal emailing qui étaient bien plus intéressants, parce que l'IA, en fait, va nous permettre de gérer, d'envoyer un email presque personnel, enfin c'est pas presque, c'est personnel à chacun, avec des produits différents. Et c'est ça aussi l'IA, c'est que bon, l'humain est peut-être un peu effacé, mais on ne peut pas traiter ce volume de données. On va recommander ce produit parce que l'utilisateur a un historique sur notre site internet, donc c'est nécessaire. Et IA plus automation, c'est... Et j'aurais dire quelque chose quand même, sur un peu du sujet, si tu m'excuses, hein, je vais me perturber. Non, on parle d'IA. Alors l'IA, ça peut faire un peu peur. Hein. Intelligence artificielle, ça semble un truc super compliqué. On se dit, ouais, où on va, etc. Moi, quand j'étais jeune, j'avais vu Minority Report, le film et tout, voilà. Et faire un chatbot avec des services cognitifs, faire ce que fait OhmyWeb, faire ce que fait le chatbot, les agents, c'est pas très compliqué, quoi. Hein. C'est assez facile. Donc aujourd'hui, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas avoir peur en se disant waouh, c'est quelque chose de fantastiquement difficile, etc. Donc si vous êtes vous-même en train d'avoir des sites e-commerce, etc., voilà, vous avez des belles sociétés qui vous font des agents conversationnels avec du cognitif, avec de la reconnaissance de sentiments, etc. Tout ça, ça peut sembler, mais en fait, c'est pas très compliqué à faire, hein, je vous assure. Donc en tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'IA et ne pas réfléchir. On ne peut pas avoir un site de e-commerce, faire ce genre de business sans se lancer, que ce soit en amont, que ce soit en aval sur le support, etc., sur l'IA. Et ce n'est pas des choses hyper compliquées d'un point de vue technologique. Il y a plein de sociétés qui le font très, 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 très bien. Donc voilà, je voulais juste un peu démocratiser ça parce que parfois, on a l'impression qu'on parle de science-fiction. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est exactement ça, merci Alain. Mais notre leitmotiv, on fait de l'IA parce que il y a Facebook et AdWords qui sont les mastodontes au niveau de l'acquisition. Pour optimiser son taux de conversion, il y a plein de solutions. Et puis, c'est aussi un avantage compétitif. Mais on est une agence et notre souci principal, c'est de démocratiser l'IA. Donc, c'est vendre à tous. Je vais vous donner un exemple de prix pour notre module. Si vous avez un CA annuel entre 500 et 700 000, c'est 500 € par mois. Voilà, sachant que, en général, les recommandations, les gens cliquent sur vos recommandations sur votre site, ça représente 20 à 30% de votre CA chaque mois. Le calcul est vite fait. Il n'y a pas de commission sur le CA comme d'autres que je ne citerai pas. Merci. J'ai encore une dernière question pour vous avant de vous donner le pouvoir et puis vous laisser nous poser toutes les questions que vous voudrez. Donc en vous écoutant, moi j'ai l'impression que l'IA combinée à l'e-commerce, on cumule un peu le meilleur des deux mondes. On va faire potentiellement même mieux que ce qu'on fait dans les points de vente physiques parce qu'il y a de la data, il y a des modèles par-dessus, il y a une mémoire, une capacité de calcul monstrueuse. Et ça va aller quand s'améliorant. Et puis après, il y a l'avantage de l'e-commerce, l'instantanéité, les coûts d'acquisition plus faibles et puis une structure de coûts également plus faible pour rendre le service. Elles sont où les limites pour vous, en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir et où est-ce qu'on met l'humain et pour le coup le point de vente physique, comment on positionne finalement maintenant IA e-commerce avec à côté les humains et puis les points de vente physiques qui ne disparaîtront pas, je pense. Quel est votre... La plupart des grandes entreprises, des grandes marques, font de l'omnicanal. Fnac, que tout le monde jugeait mort à l'époque où avec mon père l'a repris, s'est sauvé en faisant de l'omnicanal. Donc moi je pense que la vérité c'est l'omnicanal déjà pour commencer, un mix de physique et de e-commerce, en tout cas pour les grandes marques. Après, c'est très vertueux hein, parce que il y a pas mal de gens, soit qui vont aller en boutique parce qu'ils se baladent et qui vont acheter sur le site parce que après c'est plus facile et puis il y a tous les services qu'on a dit, soit l'inverse parce qu'ils vont vouloir aller toucher le produit après faire tout le chemin sur le site, etc. Donc on est quand même dans un monde qui est aujourd'hui très omnicanal, en tout cas sur les très grandes marques aujourd'hui, c'est un développement omnicanal qu'on voit. Donc je pense que c'est on l'a vu parce qu'on pensait que certaines marques allaient disparaître, se faire ubériser, etc. Et finalement survivent très bien dans un mode omnicanal. Mais par contre, on a été obligés de développer énormément le mode omnicanal, le mode e-commerce, etc. Et le lien se fait très bien entre les deux. Après, une des limites de l'IA, là je vais sortir un chapeau un peu plus éthique. On va beaucoup travailler. Voilà, c'est vrai qu'on peut tout faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui sur l'éthique autour de l'intelligence artificielle, puisqu'on capture beaucoup de données sur les clients. Il y a eu l'affaire Facebook, Cambridge, voilà.
Donc après, je pense que ce qui serait important, c'est de rassurer sur la sécurité des données privées. Bon, il y a le fameux GDPR, etc. Donc ça, c'est aussi un point important. Donc d'un point de vue business, moi, je pense que c'est l'omnicanal, mais c'est un avis qui n'engage que moi et qui voilà. Et d'un point de vue après les limites de l'IA, je pense que la sécurité, les données, la sécurité des données personnelles, la privacité des données personnelles, l'utilisation, etc., sera un élément qui va effectivement énormément se développer en termes d'éthique dans l'IA. Il va y avoir forcément des régulations nouvelles qui vont arriver. Il y a déjà GDPR qui va mettre un grand coup de réduction. GDPR, je le dis à l'américaine, excusez-moi, RGPD, qui va mettre un grand coup de régulation. Voilà, c'est les deux sujets, nous en tout cas, sur lesquels on travaille beaucoup avec les clients sur ce côté omnicanal et sur ce côté éthique. Moi, je ne suis pas un spécialiste ni du retail ni du e-commerce, mais j'ai l'impression que la frontière entre les magasins physiques et virtuels a tendance à disparaître et qu'on voit maintenant des modes d'achat un peu sophistiqués où des fois on va, par exemple, comme dans un Decathlon, on peut aller chez Decathlon et faire un achat depuis chez Decathlon, depuis le magasin physique, faire un achat sur le site de e-commerce, qui est quelque chose qui est encouragé par les vendeurs. Donc là, on n'a plus d'opposition entre le magasin physique et virtuel, ou le contraire, c'est-à-dire faire l'achat sur le web et aller chercher son produit en magasin. Donc voilà, il y a des... Voilà, l'essayer. Donc il y a différentes... les deux mondes cohabitent, coexistent et se complètent de manière de plus en plus sur le compliquée retail, et sophistiquée. Sur les habits, il y a beaucoup de... on travaille avec les Galeries Lafayette, Printemps, etc., qui font effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire que vous achetez sur le site web, mais après, vous pouvez aller soit l'essayer en magasin, soit quelqu'un l'amène chez vous, vous l'essayez, et si ça ne vous va pas, vous le rendez. Donc il n'y a plus de frontières, effectivement, ouais. On est dans un monde omnicanal, mais sans frontières vraiment, où les deux se mélangent. C'est ça qui permet de ne pas atteindre les limites quand même, de voir effectivement un être humain, ou au final de pouvoir l'essayer, un habit, pour être sûr quand même qu'on ne s'est pas trompé, etc. Je n'ajouterai pas grand-chose à ces deux interventions qui finalement résument assez bien comme réponse à cette question. Je m'en tiens au sens stricto du e-commerce. Effectivement, encore une fois, on est juste dans la maximisation des ventes, mais c'est certain que des postes comme le mien, marketeur, oui, dans 20 ans, il va peut-être falloir se réinventer, c'est clair. Mais aujourd'hui, 85% des actions en bourse sont passées par des machines. Voilà, ça va aller et on ne va pas débattre, hein, on rentre dans des débats éthiques et philosophiques, mais je pense que de nouveaux métiers sont à venir. Ok, merci à tous les trois. Je vous propose qu'on arrête là sur la thématique avec nos chers speakers qu'on remerciera tout à l'heure. Est-ce que vous avez on a 15 minutes, est-ce qu'il y a des questions Je vais venir avec vous voir avec le micro, dites-moi qui veut réagir ou veut poser une question ouvertement à nos experts. Moi, j'aurais une question par rapport au terme IA. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui des algorithmes sophistiqués qu'on va pouvoir utiliser en e-commerce, comme sur une boutique PrestaShop, et de la réelle intelligence artificielle avec peut-être des technologies plus avancées? Est-ce qu'il y a vraiment une frontière entre les deux, ou est-ce que l'IA, c'est vraiment un terme général? Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Donc l'IA, c'est un ensemble de techniques qui est très très vaste, qui couvre un ensemble de choses qui sont très très divers et qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Donc la recommandation, c'est de l'IA. L'apprentissage, c'est de l'IA aussi, donc en anglais machine learning. Dans l'apprentissage, il y a plusieurs formes d'apprentissage. Il y a ce qui est très à la mode en ce moment, qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Donc voilà, entre l'apprentissage profond et des algorithmes de recommandation très simples, il n'y a aucun lien. Tout ça, c'est sous le chapeau IA, donc qui est très 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 large. Il y a un autre domaine qui est encore plus spécifique, qui est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Donc ça, c'est essayer de créer une intelligence au même titre qu'une intelligence humaine. Donc ça, il y a des grandes sociétés, pour Microsoft ou Google travaille là-dessus avec le projet Google Brain, etc. Mais ça, c'est encore un domaine très très particulier, donc qui est encore un domaine à part. Ouais, donc il y a ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est très vaste. Toute l'intelligence artificielle ne se résume pas au deep learning.
En fin de compte, même un algorithme de deep learning, il n'est pas très intelligent. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple d'AlphaGo, par exemple, le logiciel qui est devenu champion du monde de Go. Donc c'est un logiciel qui utilise des technologies de deep learning. Donc il est champion du monde et il est très très fort en Go, mais il ne sait pas qu'il joue au Go. Donc il n'a pas cette intelligence générale que je citais. Donc voilà, même on peut être très très bon au Go sans savoir qu'on joue au Go, quoi. C'est un bon exemple qu'on utilise nous aussi. C'est un bon résumé. Il y a plusieurs. On va pas faire un cours technique, mais il y a plusieurs entrées. Donc il y a effectivement les algorithmes assez simples de reconnaissance, de recommandation. Il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage par l'échec aussi, quelque chose que vous répétez pas. C'est un peu ce qui se passe sur le Go d'ailleurs, ou sur des jeux comme ça. Et après, quand vous allez dans... Donc ça, c'est des couches, mais c'est de l'IA déjà, hein, quand vous faites un chatbot conversationnel, même sans service cognitif, ça redémarrage chez de l'IA. Mais après, effectivement, vous allez de plus en plus loin. Et après, quand vous rentrez dans du service cognitif ou dans des choses, reconnaissance de sentiments, etc., après, vous rentrez dans des couches de réseaux neuronaux, et donc du deep learning, du réseau neuronal, etc. Et là, c'est des couches, effectivement, de l'IA beaucoup plus compliquées. Petit à petit, on va s'orienter vers de l'IA de plus en plus, vers du deep learning, vers du réseau neuronal, donc vers des choses très complexes, avec, comme je vous l'ai dit, déjà les reconnaissances faciales, c'est le cas, les reconnaissances de sentiments, etc., qui vont vers les projets que tu as cités. Mais l'IA, ça commence par faire un agent conversationnel, de l'apprentissage, de la recommandation, c'est déjà de l'IA. Effectivement, après, on va sur des couches beaucoup plus complexes, qui arriveront plus tard, qui poseront d'autres questions encore sur l'éthique d'ailleurs, mais qui existent déjà. Mais voilà, quand vous faites de la reconnaissance faciale par exemple ou de la reconnaissance vocale, c'est déjà du réseau neuronal et c'est déjà de l'IA très avancée. Voilà. Quelqu'un veut réagir ou poser une autre question ? Bonjour, alors j'approuve totalement tout ce que vous avez dit sur la personnalisation via un IA, etc. La question que j'ai tendance à me poser, c'est que vous conseillez d'avoir à la fois une boutique physique et à la fois un IA pour toutes les personnes qui n'ont pas de boutique physique. Est-ce que ça ne va pas être un frein d'avoir justement un IA pour les clients qui vont avoir davantage tendance à se tourner vers cette IA et à ne plus du tout se tourner vers l'humain, donc à dénaturer un peu l'image, la notoriété, tout le storytelling qu'on essaye de mettre en place pour une marque? Si oui, si on tend un peu à déshumaniser le processus, quelles solutions on pourrait essayer de mettre en place pour essayer de faire un mix entre les deux, humain et IA, sans avoir de boutique physique? Vous parlez sur une boutique e-commerce, hein? Vous parlez sur une boutique e-commerce, sans boutique physique. Moi, j'ai vraiment cette problématique on n'est pas une agence de contenu storytelling. On bosse a fortiori avec ce genre d'agence parce qu'on a besoin pour faire venir du trafic. La pub, c'est bien, mais la pub, s'il n'y a pas de storytelling, elle arrive comme une bouée de sauvetage et ça marche pas. Nous, dans notre application, on a beaucoup de e-commerçants qui ne sont pas du tout avec de boutiques. Ils ont juste une priorité, c'est augmenter leur taux de conversion ou alors augmenter leur CA. C'est selon les... à la marque d'humaniser son message. On parle beaucoup d'IA, de service client, de recommandations produits. Derrière le packaging, la livraison, on peut glisser des petits messages. Il peut y avoir aussi le fait d'organiser des événements. On n'a pas forcément besoin d'avoir une boutique. Il y a plein de solutions. C'est pas quelque chose, c'est pas un frein que l'on rencontre. Et pourtant, dans le Grand Sud-Ouest, on n'a pas que des gros. Et ils sont assez demandeurs de l'IA avec simplement une logique purement économique. Si vous allez, je suis tout à fait d'accord, si vous allez effectivement juste, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, sur un agent conversationnel par exemple, assez simple, par texte, etc., vous allez vite effectivement rencontrer cette barrière, même si c'est de l'IA, ça vous permet de naviguer, d'avoir les produits. Donc là, il y a cette barrière de déshumanisation. Mais par contre, il y a plein de moyens de le faire, effectivement. Un blog avec des experts et d'autres consommateurs, du service cognitif, comme je vous l'ai dit, de la réalité virtuelle ou une façon de toucher le produit différemment. Après, ça peut être du click-to-call ou etc. Mais enfin, voilà. Donc, il faut trouver des moyens, effectivement, d'avoir un contact différent. Ça peut être effectivement, c'est une bonne idée en marketing, mettre un produit au moment de la logistique, etc. Donc en tout cas, je pense qu'il faut aller vers. Moi, mon conseil, ce serait quand même d'aller vers, et c'est ce qu'on dit aussi aux services clients, etc.
d'aller de plus en plus vers des agents conversationnels développés. C'est-à-dire que je pense que le monde va vers les agents conversationnels. On aura tous plus tard, on passera notre vie sur des agents conversationnels dans quelques années. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est déjà quand même de plus en plus le cas. Et franchement, on aura un agent conversationnel dans la voiture, on en aura un agent conversationnel à la maison pour gérer son électricité, ses machins, sa domotique, on en aura au travail pour connecter avec ses collègues. Donc on va vivre comme ça. Donc l'agent conversationnel, il faut le développer après de façon le plus pointue possible, avec notamment du cognitif, etc., justement pour avoir pas le sentiment que c'est juste je tape une question, j'ai réponse, etc. Voilà. Mais le monde va vers l'agent conversationnel, donc les gens vont aussi s'habituer de plus en plus à ça, et on va rentrer dans des agents conversationnels de plus en plus sophistiqués. Et je vous le dis, hein, plus tard, que ce soit dans votre maison, dans votre voiture, etc., vous serez en permanence en train de faire vos actions à travers des agents conversationnels. Voilà. Simplement, il faut mettre une touche d'humanité, si on peut dire comme ça, à travers l'IA. Bonjour, j'ai une question pour Léa. Par rapport à la recommandation prédictive et à l'IA, je voulais savoir, est-ce que ça marche à partir du moment où on se connecte au site internet ou dès qu'on est sur le site internet, en fait, j'ai du mal à comprendre comment il reconnaît en fait la personne et... Moi-même, je ne sais pas tout sur cet algorithme que renferme notre outil. Quand vous dites qu'il se connecte, c'est-à-dire qu'il a son compte client, qu'il est identifié. C'est comme de l'automation. Qu'il soit visiteur anonyme, qu'il soit juste un visiteur avec un compte mais pas client, ou qu'il soit compte client, on ne va pas le traiter de la même manière. Le visiteur anonyme, il va avoir un comportement. Il va avoir un cookie, par exemple. Facebook, c'est voilà, on n'est pas forcément connecté, mais on arrive sur le site, on agit. On a le cookie, la machine est capable, ok, celui-là il est encore froid, on va peut-être lui recommander peut-être cette gamme de produits. Voilà. Ce sont des modèles de calcul que le cerveau humain ne peut pas comprendre, ne pourra jamais faire, ne pourra jamais comprendre. L'IA ici dans l'e-commerce avec notre outil, c'est vraiment de valoriser toutes ces données et de pouvoir faire en sorte de maximiser les échanges. Quand un client se connecte la première fois, si vous n'avez aucune donnée sur le client, vous n'allez pas faire grand-chose de votre outil d'IA de prédictif. D'accord ? Donc le but, c'est quand même déjà de collecter quelques données sur le client, le nouveau client qui vient chez vous. Mais après, comme vous collectez au fur et à mesure, vous collectez énormément de données, avec tous les respects des règles évidemment de privacy et de demande, en fait, ça va analyser, la machine va analyser, elle va être capable de comparer avec interne, externe, etc. Et de vous faire des recommandations justement par rapport à vos achats, aux gens qui ont le même profil, aux gens qui ont des profils différents, pourquoi pas sur des bases externes de profils de consommateurs, en allant voir des blogs, etc. Par contre, ça passe quand même par capturer des données, hein, je précise. Donc l'IA se nourrit en fait des données collectées. Tout à fait. Nous, on a nos performances qui augmente au fil des mois. C'est-à-dire qu'en général, on impose entre guillemets un test d'au moins 3 mois à tous nos nouveaux clients parce que la machine a besoin d'apprendre. Je ne sais pas si vous connaissez la série Person of Interest. C'est exactement ça. La machine a besoin d'apprendre pour identifier, ok, j'ai identifié ce comportement, il y a un nouveau utilisateur qui arrive, ah ben attends, je vais le mettre dans cette boîte et on va voir s'il agit de la même sorte. Ça se nourrit de données, exactement. Ça se nourrit de données, mais des données que le site capte. C'est le site en lui-même qui capte la donnée. C'est pas des données qui sont par exemple captées par d'autres sites comme Facebook ou Google. En fait, la recommandation, ça peut se nourrir de plein de types de données différentes. Quand vous vous connectez sur un navigateur, vous fournissez déjà plusieurs données. Déjà, vous fournissez la donnée de quel navigateur vous utilisez. Donc ça peut être un critère. Probablement que les gens qui utilisent Internet Explorer n'ont pas le même taux de clic que les gens qui utilisent Chrome ou Firefox. Ça, c'est un premier point. Il y a l'heure du jour à laquelle vous connectez. Si vous connectez peut-être... je ne sais pas, il y a des heures dans la journée où les gens sont plus susceptibles d'acheter ou de cliquer sur des bannières publicitaires qu'à d'autres heures de la journée. Et puis après, il y a plein de données externes. Quel temps fait-il ? Voilà, s'il fait beau, c'est peut-être qu'il faut vous afficher une bannière de pub pour des boissons et après, désaltérantes. Vous-même, vous allez laisser vos données, voilà. Vous allez acheter peut-être une première fois. Et effectivement, ça se nourrit. C'est-à-dire que, ce que disait là, plus en fait il y a de clients, plus il y a d'achats, etc., meilleur l'outil va être et vont être les recommandations. Mais effectivement, si on veut intégrer la variable météo, nous, dans notre algorithme aujourd'hui, on se plug à un site qui gère la météo, on le fait rentrer dans la machine, on remet les modèles de calcul. Et on propose des parapluies. Et on propose des parapluies, par exemple, parce que, hop, jeudi 23 mai, il pleut, donc on fait ce qu'on veut. Et est-ce que c'est aussi poussé dans le sens où, par exemple, il va me prédire entre rouge et vert, je préfère un pantalon rouge. Est-ce qu'il va nous proposer des pantalons rouges sur le moment Bien sûr.
bien sûr. On arrive à ce point-là, en fait, sûr, oui, selon l'instant en fait, de ce qu'on a envie. En fait, on va pas vous prédire ce que vous allez aimer, mais on est capable, en fonction de plein de variables, donc le navigateur, la météo, l'heure du jour, la position de la bannière, etc., vous calculez une prédiction de clic pour cette bannière-là, pour ce produit, parmi N produits possibles. Donc on est capable d'optimiser effectivement quel produit va mieux cliquer. Peut-être que... Donc il y a des... Au-delà de la recommandation de bannière, il y a des sites qui sont complètement optimisés comme ça, complètement personnalisés, où deux personnes différentes ne vont pas voir le même site, parce que chaque élément du site est personnalisé et qu'on a prédit que telle couleur de fond marchait mieux pour tel type d'internaute que d'autres. L'IA, elle permet vraiment l'engagement à la volée avec la bonne personne, le bon canal, mais surtout en un temps record. C'est-à-dire que si on doit lui faire la recommandation 3 mois après, on a passé... Non, c'est vraiment dans l'instant, l'instantanéité. Et puis entre deux marques qui font de la recommandation, je pense que la granularité des données qu'on va ingérer dans un modèle pourra aider une marque à se différencier. Donc le modèle va être super important, justement, le modèle qu'on a derrière et les données qu'on va craquer, qu'on va analyser pour faire la recommandation. Est-ce qu'il y a une autre question? A priori non, sauf si je ne vois pas tout le monde. Eh bien écoutez, merci public. Merci. Et merci à nos speakers qu'on peut applaudir.